président gabonais Ali Bongo s'adressera à la nation lors d'un discours du Nouvel An depuis Rabat où il se trouve en convalescence. Ce sera la première prise de parole du chef de l'État depuis son hospitalisation en octobre. En RDC, la coalition autour du candidat d'opposition Martin Fayulu a appelé à une grève générale pour vendredi. Des manifestations ont également éclaté ce jeudi à Béni pour protester contre le report partiel des élections. Et puis au Libéria, cela fait déjà un an que George Weah avait été élu président, suscitant d'immenses espoirs pour le peuple libérien. Un an plus tard, nous vous proposons un retour sur quelques épisodes marquants de sa gestion. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À Madagascar, l'ex-chef de l'État Andry Rajoelina a remporté la présidentielle, battant son rival Marc Ravalomanana au second tour très disputé qui s'est tenu la semaine dernière selon les résultats rendus publics ce jeudi par la commission électorale. Andry Rajoelina a remporté 55,66% des suffrages contre 44,34% pour l'ancien président Marc Ravalomanana. Ces résultats pourraient être contestés car Marc Ravalomanana a jugé le scrutin entaché de fraude. La commission électorale a assuré que des efforts avaient été faits pour répondre aux requêtes des deux candidats. L'un a demandé un examen du logiciel de comptage et l'autre des confrontations de procès-verbaux. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'adressera à la nation lors d'un discours du Nouvel An depuis Rabat où il se trouve en convalescence. Une information confirmée par une source proche de l'entourage du chef de l'État. Ce sera donc la première prise de parole du président Bongo depuis qu'il a été hospitalisé le 24 octobre dernier en Arabie Saoudite à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Les détails. Le président Ali Bongo, en convalescence à Rabat, s'adressera aux Gabonais pour leur présenter ses vœux de Nouvel An depuis le Maroc. Une première prise de parole du chef de l'État gabonais depuis son hospitalisation en Arabie Saoudite en octobre à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Ali Bongo Ondimba a été soigné pendant plus de mois dans un hôpital de Riyad avant d'être transféré à Rabat, d'abord dans un hôpital militaire, puis dans une résidence privée où il se trouve toujours en convalescence et en rééducation. En attendant son retour au Gabon à une date qui n'a pas encore été précisée, le président gabonais a, selon des sources proches de la présidence gabonaise, chargé le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé de gérer les affaires courantes. Depuis 2 mois, la communication officielle a été rare et partielle quant à la santé du chef de l'État, alimentant les rumeurs les plus folles sur les réseaux sociaux. Ce n'est que début décembre que le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou a reconnu qu'Ali Bongo avait été victime d'un AVC. En 2 mois, seule une photo du président gabonais avec le roi du Maroc, Mohamed VI, et 2 vidéos, dont l'une où on le voit avec 3 des plus hauts responsables politiques du Gabon venus lui rendre visite à Rabat, ont été diffusées. En République démocratique du Congo, la coalition autour du candidat d'opposition Martin Fayulu a appelé ce jeudi à une grève générale pour demain vendredi sur toute l'étendue du territoire. Objectif, protester contre le report à mars des élections générales dans 2 régions touchées par des troubles ou une épidémie d'Ebola. Il faut dire que des manifestations ont également éclaté ce jeudi à Béni pour protester contre ce report partiel. Par une journée ville morte annoncée pour vendredi, la coalition Lamouka soutenant le candidat d'opposition à la présidentielle Martin Fayulu entend protester contre le report à mars des élections générales dans 2 régions touchées par des troubles et une épidémie d'Ebola. Ce report des scrutins concerne 1,2 million d'électeurs sur un total de 40 millions d'inscrits. Lors d'un point de presse, Lamouka a demandé à la Commission électorale nationale indépendante d'annuler sa décision annoncée mercredi pour les régions de Béni et Boutembo dans l'Est, où se trouvent la plupart des électeurs qui seront privés de vote, et Yumbi dans l'Ouest. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Béni ce jeudi matin contre le report du scrutin. Mais les manifestants qui avaient tenté de se rendre vers l'antenne locale de la CENI ont été dispersés par des grenades lacrymogènes tirées par la police qui a interpellé au moins 6 personnes selon des témoins. À Ben, nous sommes fâchés, on a dit que Béni Boutembo ne va pas voter, alors que nous tous, nous sommes des Congolais.
Si nous ne sommes pas des Congolais, qu'on nous dise la vérité. Mais nous voulons les élections. Si Kabila ne veut pas donner les élections, il sera chassé avec toute son équipe, avec le président de la CENI qu'on appelle Corneille. Nous sommes fâchés. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On nous a promis que non, ça sera les 30. Encore promettre encore après les 30, ça sera quelle date? Nous sommes fatigués, nous voulons voter. Nous avons déjà notre candidat, le numéro 4. La crise autour de la succession du président Joseph Kabila en République démocratique du Congo a repris de plus belle avec l'annonce du report partiel des élections. L'opposition a qualifié d'injustifiable un tel report qui met à l'écart, selon elle, ces bastions anti-Kabila. En bref, au Soudan, un réseau de journalistes défendant la liberté d'expression a lancé ce jeudi une grève de 3 jours afin de protester contre la répression par le gouvernement des manifestations dénonçant la hausse des prix du pain. Des militants et des groupes d'opposition ont de leur côté appelé à de nouvelles manifestations dans les jours qui viennent. La formation communiste du Soudan a aussi appelé tous les partis d'opposition à s'unir et à travailler ensemble pour coordonner le mouvement de contestation. Le président soudanais Omar El-Béchir a tenté lundi de calmer le mécontentement en promettant d'entreprendre de vraies réformes pour remédier à la crise économique que traverse le pays. Restons au Soudan où le parti du Congrès populaire, membre de la coalition au pouvoir, a réclamé l'ouverture d'une enquête sur la mort de manifestants qui protestaient contre la hausse des prix de pain. Un mouvement de contestation quasi inédit dans ce pays depuis 3 décennies. Les images. Une dizaine de villes soudanaises, dont la capitale Khartoum, sont secouées par des manifestations qui ont débuté le 19 décembre dernier suite à la décision du gouvernement de tripler le prix de pain. Depuis lors, les autorités soudanaises font état de 8 manifestants tués, alors qu'Amnesty International parle de 37 morts. Du côté du Parti du Congrès populaire, on dresse un bilan de 17 personnes tombées en martyrs et 88 autres blessés au cours des manifestations. Une situation condamnée par le parti qui demande une enquête. Nous condamnons les meurtres et nous appelons le gouvernement à lancer une enquête devant tous les citoyens. Le sang est sacré pour nous et ne doit pas être versé. Selon nos chiffres, 17 citoyens soudanais sont tombés en martyrs, 88 ont été blessés et 519 détenus. D'après nos informations, la plupart ont été libérés, mais nous appelons à la libération de ceux encore détenus, arrêtés pendant des manifestations. Créé par le leader islamiste Hassan El-Tourabi, le PCP fait partie du gouvernement du président Omar El-Béchir, où il a 2 postes de ministre d'État. Il compte en outre 7 députés au Parlement. Les forces de police et de sécurité étaient encore déployées mercredi dans différents quartiers de la capitale, mais aucune manifestation n'avait encore eu lieu dans l'après-midi. Le président soudanais a tenté de calmer la rue lundi en promettant d'entreprendre des vraies réformes pour remédier à la crise économique du pays. Mais sans succès, cette déclaration semble ne pas avoir eu beaucoup d'impact sur les manifestants, bien décidés et dont des centaines sont à nouveau descendus dans les rues de la capitale mardi. Au-delà des revendications sociales, de nombreux manifestants ont demandé la chute du régime, reprenant un célèbre slogan des soulèvements populaires qui ont marqué le printemps arabe en 2011. Le 26 décembre 2017, George Weah, star du football, avait été élu président du Libéria, soulevant d'immenses espoirs pour le peuple libérien. Un an plus tard, nous vous proposons, à travers ces images, un retour sur quelques épisodes marquants de sa gestion à la tête du pays. Il y a 1 an, après plusieurs semaines de report, les Libériens se pressaient enfin dans les bureaux de vote pour le second tour de l'élection présidentielle. Avec 61,5% des voix, George Oppong Maneweya l'emportait largement face à Joseph Boakai, le vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf. 12 ans après sa première tentative, l'ancien footballeur, demi-dieu dans son pays, accédait à la plus haute fonction de l'État.
Le 22 janvier, pour l'investiture du nouveau président, la foule était gigantesque au stade Samuel Doe. Mais rapidement, les attentes ont succédé à la joie. Dans un pays ravagé par des années de guerre, le président a d'abord annoncé 25 millions de dollars injectés dans l'économie afin d'éponger la liquidité excessive de dollars libériens et renforcer les pouvoirs de la Banque centrale. Il a aussi promulgué la réforme foncière, réclamée de longue date et préparée sous Ellen Johnson Sirleaf, prédécesseur de George Weah. Cette réforme foncière prévoit que les paysans puissent devenir propriétaires de leurs terres, une révolution dans le pays. Le président a aussi annoncé que l'université devenait gratuite devant un parterre d'étudiants. Récemment et dans un communiqué, George Weah a aussi lancé un ultimatum. Seul un quart des hauts responsables avaient déclaré leurs biens à la Commission libérienne anticorruption. Mais il y eut aussi l'affaire des 100 millions de dollars évaporés qui a fortement ébranlé le régime Weah. Cette somme, d'après une enquête de la presse libérienne, se serait volatilisée sur le chemin des coffres de la Banque centrale. L'ouverture d'une enquête et l'interdiction de sortie du territoire pour une trentaine d'officiels n'ont pour l'heure pas suffi pour calmer les doutes. Au Nigeria, de nombreuses agences proposent la gestation pour autrui aux couples qui ont des difficultés pour avoir un enfant. Un business plutôt tabou et secret dans un pays très religieux, mais qui est en plein essor. Reportage. Tous les matins, Toyin prépare ses enfants pour l'école. Des enfants comme les autres, sauf qu'ils sont nés à l'aide d'une mère porteuse en Inde. Toyin a eu recours à la gestation pour autrui après avoir lutté 12 ans contre des tumeurs utérines. Aujourd'hui, elle a ouvert une agence pour aider les couples ayant des problèmes de conception au Nigeria. La gestation pour autrui existe au Nigeria et lorsque vous le faites légalement, vous signez les papiers nécessaires, vous faites appel à un avocat et vous avez une agence comme la nôtre qui vous guide pendant le processus. Vous êtes en sécurité. Et quand la mère porteuse accouche, l'hôpital vous confie le bébé directement. Au Nigeria, aucune loi n'encadre la GPA. Elle n'est ni autorisée ni interdite. Ada a reçu 5 000 € avec un logement pendant la grossesse pour être une mère porteuse. Son mari a accepté car ils étaient sur le point d'être expulsés. J'ai presque donné ma vie pour que nous déménagions. À ce moment, les tribunaux venaient pour expulser les familles des maisons et jeter nos affaires dans la rue. Ça m'était impossible à imaginer. Pays profondément spirituel, la gestation pour autrui est mal vue au Nigeria par les chrétiens évangélistes et les imams. Quant à l'infertilité chez la femme, elle est perçue comme une punition divine. Même si le business de la fertilité est en plein essor, il reste bien souvent tabou. Les chiffres ont vraiment augmenté ces 2 dernières années. Nous n'avons pas seulement des personnes qui résident au Nigeria, mais beaucoup aussi d'Europe, des Nigérians vivant en Europe ou aux États-Unis. La gestation pour autrui n'est cependant pas accessible financièrement à toutes les familles. Certaines se tournent vers l'adoption ou les usines à bébés, des maternités illégales où les femmes accouchent sous X d'enfants non désirés. Donald Trump s'est rendu mercredi en Irak pour une visite surprise de quelques heures à la rencontre de soldats américains. Le président américain a profité de ce premier déplacement en zone de conflit depuis son élection pour justifier sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie. Reportage. Visite surprise du président américain en Irak. Accompagné de son épouse Melania Trump, Donald Trump est allé à la rencontre de soldats américains afin de les remercier pour leur engagement, leur succès et leur sacrifice, et aussi pour leur souhaiter joyeux Noël. Occasion pour le locataire de la Maison-Blanche de revenir sur les mobiles, justifiant sa décision de retirer les troupes américaines de la Syrie. C'est la première fois depuis son élection en novembre 2016 que Donald Trump, souvent critiqué pour ne pas l'avoir fait plus tôt, va à la rencontre de militaires américains en zone de conflit. Il devait initialement rencontrer le premier ministre irakien Abdel Mahdi, mais une divergence de point de vue quant à l'organisation de la rencontre a conduit à la remplacer par une conversation téléphonique au cours de laquelle les deux hommes ont notamment évoqué le dossier syrien. Trump a par ailleurs effectué sur le chemin du retour une brève escale à la base aérienne de Ramstein, dans l'ouest de l'Allemagne, où il devait rencontrer les troupes américaines stationnées sur place.
Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.